que ces dispositifs peuvent avoir sur les élèves. Donc c'est aussi important de voir ce que le système éducatif organise dans le cadre ordinaire donc de l'école pour enrayer la difficulté scolaire. Donc à l'IREDU, on s'intéresse à l'évaluation des systèmes éducatifs, pas simplement en France, mais on travaille aussi beaucoup en termes de comparaison internationale. Et on s'intéresse aussi au parcours des élèves de façon assez générale, avec des problématiques liées aux inégalités sociales. Donc en filigrane, même si je ne le rappelle pas à chaque fois, c'est vrai que ces dispositifs d'aide, la logique, en tout cas ce qui les motive, c'est justement cette réduction des inégalités sociales, en tout cas faire en sorte de compenser certaines carences, en tout cas certaines difficultés dans le milieu familial, et notamment donc par des actions d'aide à la scolarité et d'aide aux devoirs. Même si on verra tout à l'heure, il y a d'autres dispositifs qui visent aussi des objectifs sociaux, culturels, sportifs, etc. Mais l'accompagnement à la scolarité est quand même, recouvre quand même la majorité de l'ensemble de ces dispositifs. Alors, ce qu'il faut dire sans doute au début, c'est que cette logique d'aide aux élèves, et notamment par les dispositifs qui existent à côté de l'école, c'est un phénomène relativement récent. C'est difficile à dater précisément, mais en tout cas on peut dire que depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, il y a eu un véritable essor. Ces dispositifs peuvent être organisés très très différemment, avec des financements divers, des acteurs divers, comme on le verra, et aussi de façon privée, comme c'est le cas maintenant dans un certain nombre un peu partout. Il concerne différents niveaux scolaires, même l'école primaire, avec un certain nombre d'organismes privés qui proposent donc une aide aux devoirs. Si on examine maintenant la logique de l'aide plus globalement aux élèves, notamment ce qu'a fait le système éducatif, mais plus largement aussi la société, il y a déjà une logique d'attribution de moyens supplémentaires. C'est-à-dire qu'on pense réduire la difficulté scolaire, réduire les inégalités en allouant de l'argent, des moyens humains, voire même du temps, comme c'est le cas pour certains dispositifs, donc soit aux écoles, soit par d'autres financements aux communes, aux associations, etc. Deuxième logique, c'est non pas se centrer sur la création de nouvelles formes de dispositifs ou de structures, mais c'est s'intéresser aux pratiques d'enseignement. C'est-à-dire on part de l'idée que certaines pratiques peuvent contribuer à réduire ces inégalités et à réduire la difficulté scolaire. Ce qu'on doit dire aussi en introduction, c'est cette généralisation de l'accompagnement éducatif, et puis avec l'idée donc d'amélioration de la qualité du système éducatif en multipliant ces formes d'aide aux élèves. Alors, c'est sans doute déjà une des premières questions qu'on pourra se poser, en tout cas que nous on se pose quand on tente d'évaluer ces dispositifs. La question, elle est aussi celle de l'empilement, celle de la multiplicité de ces dispositifs. Quelquefois, on a du mal à avoir d'ailleurs une vision très claire de tout ce qui peut exister dans une commune, ou dans un département, ou une région, pour aider les élèves. Je vous assure que c'est très difficile d'arriver à faire cette description. En ce moment, on travaille par exemple sur l'évaluation du projet de réussite éducative sur l'agglomération de communes, donc sur le Grand Dijon, et on remarque, on constate cette grande diversité de ces dispositifs. Alors, on suivra le plan suivant, donc je rappellerai au début en fait quelle population est potentiellement concernée par ces dispositifs d'aide. On s'interrogera donc sur les formes d'aide aux élèves, donc l'aide aux devoirs dans certains dispositifs en est une illustration. Et puis l'évaluation, c'est essayer de mobiliser donc un certain nombre de résultats
de travaux de recherche, dont certains ont été produits à l'IREDU, mais il en existe aussi produits par des collègues donc, dans d'autres universités. Quels sont les effets? Qu'est-ce qu'on connaît de l'efficacité de ces dispositifs sur les élèves? Et puis, on conclura par quelques éléments de synthèse. Alors, quelle population concernée par les dispositifs d'aide? Je pense qu'un premier critère, généralement admis, c'est un critère de réussite scolaire. Après tout, ça paraît tout à fait logique que certains élèves doivent pouvoir bénéficier plus que d'autres de certains dispositifs. Alors, quand on essaye de voir objectivement la population ciblée, on a déjà des difficultés puisqu'on a en France assez peu de critères comme ça objectifs qui peuvent définir le niveau de réussite des élèves. Depuis quelques années, donc, on dispose de davantage de résultats pour la France à partir des évaluations internationales. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien cela, les évaluations internationales, ce sont des tests de connaissances et de compétences des élèves qui existent déjà depuis très longtemps, mais qui se sont développés ces dernières décennies et qui concernent un nombre souvent de plus en plus important de pays. Par exemple, la France a participé récemment donc, à des évaluations internationales au niveau de la 4e année de l'enseignement primaire, c'est ce qu'on appelle l'enquête PEARLS, donc une enquête qui mesure les compétences en lecture, et on a des résultats pour 2001 et les derniers sont de 2006. Et puis on a l'enquête PISA, elle qui concerne les élèves âgés de 15 ans, qu'ils soient en seconde ou qu'ils soient en 3e, puisqu'on a plusieurs populations d'élèves en France qui sont concernées par cet âge de 15 ans en fonction des redoublements. Et donc on a PISA 2000, 2003 et 2006 avec des évaluations en lecture, compréhension, mathématiques et sciences. Et ces évaluations internationales permettent non seulement de situer donc un niveau moyen de connaissances, compétences des élèves, donc ça permet de faire des classements de pays, mais également d'identifier en fonction de critères précis une population par un pourcentage d'élèves en difficulté, mais aussi un pourcentage d'élèves qui sont en très très grande réussite, donc qui maîtrisent totalement les compétences. Alors, quand on regarde les taux de réussite, on entend souvent relayés par les médias d'ailleurs, des chiffres qui ne sont pas forcément justes. On voit au niveau de l'école primaire, donc en 4e année, donc au niveau du CM1, on a environ 4-5% d'élèves qui éprouvent de grosses difficultés. Quand on examine la situation donc, au niveau du collège et du lycée, donc on a des pourcentages qui sont plus élevés, et vous voyez qu'ils sont en augmentation depuis les années 2000. On pourrait être environ donc un peu moins de 10%. Ça, c'est sur des critères internationaux. On a depuis peu, d'ailleurs, des évaluations qui ont donné lieu à pas mal de polémiques. Ces célèbres évaluations nationales CM2. Bientôt, les élèves passeront, c'est en ce moment, je crois, celle de CE1. Ces dernières évaluations de CM2 ont l'avantage, en fait, de donner une mesure plus précise et plus fiable du niveau de compétence des élèves. Le problème, c'est qu'elles ne vont pas être utilisables d'un point de vue pédagogique pour les enseignants. En tout cas, pour nous, quand on veut étudier l'évolution du niveau des élèves, soit dans le temps, mais aussi regarder les différences entre régions, entre départements, ou même entre écoles, ça peut être tout à fait intéressant. Et on a ces résultats-là, donc je présente pour la France déjà. Donc vous voyez, au niveau du français, 7% d'élèves en grosse difficulté et 15% d'élèves en difficulté en mathématiques. Et ça, donc, c'est en fin d'école primaire. Donc on peut penser que la situation, en tout cas on sait qu'elle ne s'arrange pas forcément au niveau du collège, et donc les pourcentages augmentent. Et pour vous montrer les différences qui existent aussi, ça c'est des pourcentages moyens sur la France, et si je prends un département donc, qui
qui est particulièrement mal placé à ce niveau. Vous voyez, le pourcentage, c'est 12% en français donc pour la Seine-Saint-Denis, et puis en maths, on arrive à 24%. Et si j'avais d'autres critères encore plus fins, comme des différences entre écoles, eh bien on aurait sans doute des taux qui pourraient aller jusqu'à plus de 50% d'élèves en difficulté dans certaines écoles, alors que dans d'autres écoles, le pourcentage sera de 1 ou de 2%. Donc des différences aussi considérables. Mais ces différences, vous savez très bien qu'elles existent, puisque les dispositifs d'aide aux devoirs, les dispositifs d'accompagnement de la scolarité, ne se répartissent pas aléatoirement aussi sur le territoire. Il y a des territoires donc, qui font l'objet d'un ciblage particulier. Donc voilà en priorité, je dirais, ces pourcentages d'élèves en difficulté que ces dispositifs d'aide doivent cibler. Alors, ce qu'on constate aussi en France depuis quelques années, et ça ce sont des résultats solides, c'est qu'il y a effectivement une baisse des performances, donc du niveau moyen des élèves depuis donc, une dizaine d'années. On a une étude récente qui permet de comparer à 20 ans d'intervalle les performances des élèves. Et donc ça c'est en fin d'école primaire, début du collège, comme on veut. On a en fait 2 fois plus d'élèves faibles en français et 3 fois plus d'élèves faibles en mathématiques en 2007 qu'on en avait en 1997. Ce qu'on constate aussi, c'est un accroissement des inégalités entre élèves. C'est-à-dire que non seulement les taux, les pourcentages moyens de réussite vont baisser, mais les différences entre élèves vont s'accentuer. Donc entre garçons et filles, en général les filles réussissent mieux à l'école primaire, même au collège que les garçons. Des différences aussi fortes entre, selon le retard scolaire. Vous savez que la France est encore un pays où on fait encore beaucoup trop redoubler les élèves et que ce retard scolaire, en fait, ne se comble pas. Ça a l'air plutôt d'être un handicap qui va suivre les élèves tout au long de leur carrière et ça va plutôt s'accentuer que diminuer. Et donc ça va être relié directement à notre problématique, des accroissements d'inégalités sociales. C'est-à-dire que des élèves de milieux sociaux différents on va constater plus de différences, de performances entre eux à notre époque, il y a une dizaine d'années. Alors c'est vrai dans les évaluations internationales, et c'est vrai aussi donc, pour les élèves de collège, et c'est vrai aussi pour les élèves de l'école primaire. Donc ce graphique n'est pas forcément facile à lire, c'est simplement pour illustrer mon propos. On voit l'évolution en fait, des performances en français et en mathématiques. Donc en français c'est sur la gauche de l'écran et en mathématiques donc sur la droite, entre 87 donc, et 2007 pour différentes professions. Des élèves donc, dont les parents ont différentes professions, c'est des catégories socio-professionnelles. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Si on prend simplement des cas extrêmes, on prend par exemple la ligne supérieure pour les enfants donc, de catégorie sociale supérieure, donc les enseignants sont aussi dedans, notamment les enfants de professeurs, et puis les cadres supérieurs. Et on voit que l'axe ici mesure des performances, un peu importe l'échelle, en tout cas on voit nettement que ça baisse très peu. Par contre, chez les enfants de tous les autres milieux sociaux, on a une baisse nette des performances, et surtout depuis 1997, et vous voyez que plus la population est socialement défavorisée, au niveau en tout cas des milieux socio-économiques, et bien plus cette baisse est importante. Vous voyez ici donc la courbe qui chute donc fortement, et même depuis 20 ans, pour les enfants donc, dont le père est au chômage. Et c'est le cas aussi des courbes un peu différentes en mathématiques, avec des différences fortes selon le milieu social. Donc ça c'est un constat qui est net, et donc cette logique de l'aide aux élèves pour combler les différences sociales est tout à fait justifiée, en tout cas quand on prend des critères de ce type. Alors bien sûr, quand je dis cela, ce constat ne signifie pas que l'école est responsable. Elle a sans doute une part de responsabilité,
mais elle n'est sans doute pas responsable seule de ces accroissements des inégalités. Car on sait très bien que les conditions de vie des élèves en moyenne se sont plutôt détériorées au cours de cette dernière décennie, avec des difficultés économiques, plus de difficultés sans doute aussi au niveau du milieu familial, et puis le contexte aussi de la politique éducative actuelle, qui n'est pas toujours aussi favorable à une meilleure équité. Donc ça, c'est une situation, je pense, qu'il faut toujours avoir en mémoire, avec cette, à la fois une baisse de la qualité de l'école en moyenne, et puis un accroissement des inégalités. Alors, pour cela, quelle est la réponse, donc, à la fois de l'institution, mais plus globalement, donc, la réponse sociale à cette situation? Donc on a déjà un éventail, je le disais en introduction, très large de dispositifs d'aide aux élèves avec deux logiques. Cette logique qu'on pourrait appeler quantitative, une logique donc des moyens. Et il y a eu effectivement des moyens supplémentaires alloués au système éducatif, notamment à travers la politique d'éducation prioritaire, avec les ZEP, les REP, les RAR, etc., ou d'autres dispositifs aussi plus ponctuels, ou en tout cas plus brefs dans le temps, qui ont cherché, il y a plusieurs éléments dans cette dimension quantitative, souvent des moyens financiers supérieurs, mais aussi et surtout, en fait, une réduction du taux d'encadrement des élèves. Donc avec l'idée que quand on avait un meilleur taux d'encadrement, donc moins d'élèves pour un enseignant, et bien forcément la situation allait s'améliorer. Autre logique, donc, autre illustration de cette logique, donc, qui se traduit par une prise en charge des élèves en petits groupes, avec des remises à niveau, de l'aide aux devoirs ou du soutien, donc soit à l'intérieur de l'école, soit hors école, mais c'est encore cette logique quantitative, donc avec des moyens supplémentaires, et la plupart du temps, donc des petits groupes d'élèves, voire même des actions qui concernent des élèves au niveau individuel, comme c'est le cas de l'aide aux devoirs, par exemple. Et en même temps, donc, une logique qu'on pourrait qualifier donc, de pédagogique, donc une dimension plus qualitative, avec, j'allais dire, un essai de changement des pratiques. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place au niveau de la politique éducative. Je pense que c'est globalement un échec de ces dernières décennies. Si on reprend donc la loi de 89, la loi d'orientation avec la politique des cycles à l'école primaire, c'était bien ce changement de logique. Ce n'était pas des moyens supplémentaires, c'était considérer les élèves, ou en tout cas considérer l'école autrement et considérer les élèves aussi différemment dans leur parcours scolaire, avec une adaptation de l'école en fait aux différences entre élèves, parce que notre système éducatif français c'est très très mal fait. Que quelque part on fabrique cet échec avec des évaluations souvent très précoces dans le système éducatif, des redoublements et un marquage de la difficulté scolaire, alors que ce n'est pas le cas dans d'autres pays où on est beaucoup plus tolérant par rapport au rythme différent d'apprentissage des élèves et à des niveaux de réussite différents. On a tendance en France à homogénéiser très rapidement dès la classe de CP en fait des groupes d'élèves, alors que par nature il y a des différences qui sont très très fortes entre les élèves. Donc cette politique s'est traduite par, je citais la politique des cycles, des essais aussi mis en place de différenciation pédagogique et tout un tas de cycles, alors je ne les ai pas cités tous, de dispositifs, donc les PRE qui sont les projets personnalisés de réussite éducative. Il y a beaucoup aussi de dispositifs dans le second degré, et je ne les ai pas cités ici, mais j'ai eu l'occasion de voir un inventaire au niveau d'un collège de l'ensemble des dispositifs qui pouvaient exister à côté du cadre traditionnel donc de l'enseignement de base, donc avec la dotation horaire normale. On a des dizaines et des dizaines de dispositifs. Et donc avec un relatif échec, parce qu'à part il y a sans doute des dispositifs qui sont efficaces et qui existent au niveau des établissements, on a aussi une difficulté en France qui est de très rarement expérimenter
évaluer, je veux dire, sérieusement et scientifiquement ce qui marche. On a tendance plutôt à une inflation de dispositifs et un changement de dispositif sans qu'on ait évalué précédemment l'efficacité des actions sur les élèves. Et donc on a des dispositifs qui vont toucher, donc je parle plus du premier degré ici, à la fois donc, une logique quantitative et qualitative, comme les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté, et plus récemment, cette aide est personnalisée aux élèves, dont vous avez sans doute entendu parler, et qui a été mise en place donc à la rentrée 2009, avec là aussi un certain nombre d'interrogations sur l'efficacité de ce dispositif, puisqu'on n'en sait pas grand-chose, en tout cas pour l'instant. Donc voilà pour les formes globales. Si on va un peu plus en détail sur une catégorisation ou une typologie des dispositifs, donc là je vous présente quelque chose d'évidemment très très simplifié, sinon il y aura un graphique qui serait totalement illisible. On peut déjà différencier des dispositifs en fonction de leur place sur le temps de l'enfant. Et donc globalement, on a un temps scolaire qui lui aussi d'ailleurs s'est modifié récemment dans le premier degré avec la suppression du samedi matin. D'ailleurs un temps qui globalement a beaucoup diminué. Si on regarde depuis le début du siècle, le temps alloué à l'enseignement dans l'école primaire, on peut le diviser par 1,5, ce qui est considérable puisqu'on est maintenant environ à 840 heures par an. On était à 1300 heures en 1910-1920. Et quasiment pas pour des raisons pédagogiques et scolaires, uniquement pour des raisons économiques et sociales. Un temps périscolaire qui est un temps nouveau, qui correspond réellement aux besoins de la société, aussi à des besoins de garde, à des besoins de prise en charge des élèves en dehors du temps scolaire parce que les parents sont moins disponibles. Il y a aussi une augmentation du taux d'emploi des mères qui était forte donc, toutes ces dernières décennies. Et puis donc cette logique d'accompagnement éducatif. Et puis un temps qu'on appelle extrascolaire, donc qui concerne la prise en charge des élèves pendant les congés, et notamment soit les congés donc, au cours de l'année scolaire, mais aussi pendant les congés d'été. Autre façon de catégoriser ces dispositifs, eh bien, selon les acteurs qui vont assurer la prise en charge et l'encadrement de ces dispositifs. Donc ça peut être des enseignants ou des enseignants spécialisés sur le temps scolaire, sur le temps périscolaire des enseignants ou des non-enseignants, je n'ai pas distingué à l'intérieur, mais il y a encore beaucoup d'autres catégories, et puis la même chose sur le temps extrascolaire. Enfin, troisième modalité de catégorisation, je répète, il y en a d'autres, ce sont les modalités de prise en charge, soit en groupe de taille plus ou moins importante, soit individuelle, soit des actions qui concernent, en l'occurrence pour le temps scolaire, le groupe classe. Et on a des distinctions donc un peu différentes en groupe ou individuel pour les deux autres temps. Alors, j'ai illustré ici par quelques dispositifs cette catégorisation. Vous voyez que j'ai fait apparaître ici l'aide aux devoirs, qui est donc sur le temps périscolaire, avec le plus souvent des non-enseignants, mais ça peut être aussi des enseignants qui fassent ça bénévolement ou de façon rémunérée, et aussi plus souvent de façon individuelle, mais pas la... Il y a des cas aussi où c'est en petits groupes. Et puis sur le temps extrascolaire, qu'on appelle les écoles ouvertes, qui sont aussi des dispositifs relativement récents, donc dans les établissements, l'école qui ouvre hors temps scolaire, et puis ces stages de remise à niveau, qui sont également des dispositifs récents. Alors, je tiens à dire, pendant que j'y pense, que ces dispositifs, donc mis en place aussi pendant l'été, par exemple les congés d'été, sont aussi importants. On a eu quelques études réalisées, notamment à l'IREDU, à différents niveaux scolaires, qui ont bien montré que les inégalités entre élèves s'accentuent aussi pendant les congés d'été, et même sur le plan des acquisitions scolaires. C'est-à-dire que les enfants, en moyenne, évidemment, des catégories sociales favorisées, vont continuer d'apprendre pendant les vacances, pendant ces 2 mois, et les enfants des catégories sociales les plus défavorisées vont au contraire perdre en termes d'acquisition. Et si en moyenne il n'y a pas de différence, il y a des écarts forts en fonction de l'origine sociale, donc à la fois au niveau de l'école primaire et du collège. Donc ces dispositifs sont a priori une bonne solution pour
combler ces écarts. Alors, la question qu'on se pose dans cette typologie, c'est quelle est la spécificité, en fait, de chacun de ces dispositifs. Autrement dit, la question est de savoir si il y a des publics, ou il y aurait des publics d'élèves particuliers pour tel ou tel type de dispositif. Et là, on a aussi des difficultés, quelquefois, à lire cette spécificité. Alors, je vais passer peut-être un peu vite là-dessus, mais il y aurait, vous voyez, dans cette typologie d'autres critères. Est-ce qu'ils relèvent du droit commun ou d'une politique sociale spécifique? Donc le lieu, je l'ai dit, mais aussi le niveau d'institutionnalisation. Ça peut être des dispositifs qui sont créés au niveau national, mais aussi des initiatives totalement locales. Et puis les objectifs, qui, je le rappelle, ne sont pas forcément et obligatoirement scolaires. Il y a aussi des dispositifs donc, qui visent plus le développement social, psycho-affectif ou des objectifs culturels. La forme de l'action, je l'ai déjà mentionné, et puis le profil des intervenants, qui peuvent aller des bénévoles, des retraités, ça peut être des étudiants, ou un personnel spécifiquement formé à ces dispositifs d'aide, avec petit à petit une professionnalisation aussi de ce nouveau métier qui est l'aide en dehors de l'école. Enfin, dernier critère, la durabilité. On a des dispositifs qui sont pérennes dans le temps, et puis on a au contraire des actions qui sont ponctuelles, et puis qui peuvent s'arrêter pour différentes raisons, dont une qui est l'atteinte des objectifs chez les élèves. J'ai mis etc., puisqu'il y aurait d'autres critères sans doute à prendre en charge. Alors, pour faire vite, nous, on va surtout s'intéresser en tant que chercheurs aux résultats de ces dispositifs, plus particulièrement sur les acquisitions et les parcours scolaires, mais il peut y avoir aussi des dimensions plus personnelles, comme des attitudes ou des comportements. Et là aussi, on a des résultats concernant le rapport à l'école, par exemple chez des élèves, qui peut être aussi changé grâce à ces dispositifs. La difficulté pour évaluer, c'est que souvent, très souvent en tout cas, ces dispositifs, et c'est le cas des politiques éducatives et plus largement sociales, sont des effets qui ne peuvent se mesurer qu'à moyen terme, voire à long terme. Alors qu'on va demander, le pouvoir politique demandera des résultats à court terme, et c'est quelquefois très difficile de les fournir, sachant que si on veut agir sur la durée, il faut évidemment suivre des élèves sur plusieurs années. Et puis, autre difficulté à présent pour évaluer, c'est quelle va être la population de référence avec laquelle on pourra comparer les élèves qui sont pris en charge dans ces dispositifs, que bien souvent maintenant, les dispositifs prennent cible la totalité des élèves potentiellement concernés. Mais on a quand même quelques résultats sur l'efficacité des dispositifs en termes d'intensité, de fréquence, de profil des intervenants ou de nature des activités. Alors, examinons de façon, encore une fois, rapide, les tendances par rapport à ces dispositifs d'aide, et vous allez voir, pas simplement à ces dispositifs d'aide hors école, mais aussi à la politique éducative. Au niveau de la politique d'éducation prioritaire globale, ce qu'on constate de façon générale, c'est que le fait d'allouer des moyens supplémentaires n'a pas contribué directement à améliorer la situation quand on fait porter l'évaluation uniquement sur les résultats scolaires. Alors, il y a quelques études sur l'évaluation des aides, il n'y en a pas énormément en France, et elles commencent à dater, puisqu'on n'a aucune évaluation récente de la politique d'éducation prioritaire. Alors, quand je parle d'évaluation, c'est une évaluation, ce sont des évaluations externes, faites par des chercheurs, et qui essayent de mesurer objectivement les effets sur des grandes populations des élèves, donc sur des larges échantillons. Ce que les études tentent de montrer, c'est que cette politique d'éducation prioritaire a des effets plutôt positifs sur les comportements des élèves, mais en fait assez peu sur les résultats, sauf
quelquefois des effets donc égalisateurs, notamment pour une étude qui avait été réalisée au niveau du CP. Les résultats sont sont moins positifs au niveau du collège. Alors, il y a néanmoins quelques facteurs d'efficacité, puisqu'on a des résultats qui montrent qu'il y a des différences d'une ZEP à l'autre, d'une école à l'autre. C'est aussi une des caractéristiques de beaucoup de situations dans le système éducatif, c'est-à-dire qu'il y a des différences qui peuvent être parfois très fortes d'un enseignant à l'autre, d'un dispositif à l'autre, d'une école à l'autre. Les facteurs positifs, des établissements de petite taille, l'importance d'un projet d'établissement centré sur les apprentissages, et puis vous voyez des zones dans lesquelles aussi la scolarisation maternelle à l'âge de 2 ans a été développée. Je ne vous parlerai pas de l'école maternelle ce soir, mais on pourrait aussi évoquer ce sujet en termes d'inégalité sociale avec une évolution quand même très forte cette dernière décennie sur la scolarisation à 2 ans, dont les taux ont fortement chuté, puisqu'on en est plus à 20% maintenant, et dans les années 80, on avait 35% d'élèves qui étaient scolarisés à l'âge de 2 ans. Facteur négatif, et vous voyez, ça renvoie là clairement à la politique éducative, mais je pense qu'on peut transférer cela d'ailleurs à d'autres dispositifs, pas simplement l'école. L'instabilité d'équipe. C'est-à-dire que ça c'est été montré dans plusieurs travaux, la stabilité d'une équipe pédagogique est un facteur d'efficacité. Et quand il y a beaucoup de changements d'enseignants d'une année sur l'autre, ce n'est pas positif pour les élèves. Et je dis que ça renvoie à vraiment une problématique aussi liée à notre organisation du système éducatif, parce que vous savez qu'en France, les chefs d'établissement, dans le second degré et dans le premier degré, donc les directeurs d'école, n'ont aucun rôle en ce qui concerne, très peu concernant l'affectation des enseignants, puisque ça se fait de façon avec un mouvement, avec des règles précises ici. Donc la constitution d'une équipe pédagogique est rendue sans doute plus difficile que dans d'autres pays. Autre facteur négatif, les classes de niveau. Là, on le sait, c'était montré à plusieurs niveaux justement du système éducatif, quand on groupe des élèves faibles ensemble dans des classes, eh bien c'est défavorable en moyenne pour les élèves, mais surtout pour les élèves les plus faibles. Et en fait, bon, simplement, les classes de niveau pour les élèves très forts, ça leur est profitable, mais quand on met en balance ce que gagnent les élèves forts étant des classes de niveau et ce que perdent les élèves moyens ou faibles, l'avantage est plutôt pour l'hétérogénéité des niveaux scolaires, en tout cas à l'école primaire et au collège. Au lycée, c'est différent puisqu'il y a des orientations qui vont être différentes. Ce qui concerne la réduction des effectifs d'élèves, c'est un sujet souvent sensible puisque c'est une des conditions très, très visibles par les acteurs à la taille de la classe, combien j'ai d'élèves dans la classe. Là aussi, on sait qu'en moyenne, évidemment, moins on met d'élèves, meilleurs seront les résultats, mais il faut savoir que cet effet est relativement faible dans la plage de variation des effectifs en France. Et je cite ici, j'illustre les propos par un dispositif qui avait consisté à baisser très fortement la taille des classes au niveau du CP, en mettant 12 élèves par classe, mais sans rien faire d'autre. C'est-à-dire qu'on n'avait pas formé les maîtres à une autre pédagogie, et les pratiques avaient sans doute assez peu évolué pour les enseignants qui avaient ces classes et effectifs allégés. Donc il y a bien eu des effets, il y avait une évaluation sérieuse qui avait été faite par un collègue de Grenoble au niveau de ce dispositif, donc un effet visible en fin de CP. Par contre, cet effet avait tendance à s'estomper, et on voit l'année d'après, en fin de CE1, il n'y avait plus de différence liée à ces conditions particulières de prise en charge. Donc tout ça pour dire qu'il n'y aura pas une relation systématique et très forte entre la réduction des effectifs d'élèves dans les classes et la réussite des élèves. Ce que je voulais dire aussi, que je n'ai pas mentionné tout à l'heure par rapport à l'évolution de la situation de l'école, et toujours en référence aux inégalités sociales, c'est qu'il y a un certain nombre de situations dont l'école va pâtir et qui n'est pas de son seul fait, comme l'augmentation de la ségrégation sociale. C'est-à-dire quand on voit maintenant la cartographie scolaire donc en France, on a des territoires, des zones, des
villes, des quartiers, où on a un très très fort pourcentage d'élèves en grosse difficulté, qui vont cumuler des difficultés sociales, psychologiques, personnelles, familiales, etc. Ce qui fait que c'est d'autant plus difficile de répondre politiquement, par des actions, à cette situation difficile. Donc vous voyez, un des leviers d'action aussi, quand je parlais d'hétérogénéité dans les groupes, ce sera aussi l'hétérogénéité sociale, puisqu'on a montré aussi dans un certain nombre de travaux que l'hétérogénéité sociale dans les établissements et dans les classes était un facteur d'efficacité. Et vous voyez, ça ne coûte pas directement, donc ça n'engendre pas directement des moyens supplémentaires, c'est simplement un élément de la politique éducative, donc visé à réduire cette ségrégation sociale. Alors, des effets maintenant plus ciblés sur des dispositifs d'aide. Qu'est-ce qu'on sait sur l'aide apportée en petits groupes dans un certain nombre de dispositifs? Là, les résultats sont relativement stables dans plusieurs travaux, avec donc l'idée que l'aide peut être positive si on a une prise en charge sur plusieurs années. Deuxième élément qui ressort, l'effet est positif sur les élèves les plus en difficulté, voire même en grosse difficulté, mais cet effet peut être négatif sur les autres élèves, c'est-à-dire ceux qui ont des difficultés légères. Et vous voyez, ça interroge aussi sur un certain nombre d'actions qui cibleraient pas forcément les élèves en fonction de critères précis. Ça, c'est ce qui concerne donc des dispositifs qui sont apportés notamment par des moyens supplémentaires dans l'école, et c'était le cas donc avec certaines expérimentations, en tout cas dans certains départements, où on a eu des évaluations. On a très peu d'évaluations de l'aide spécialisée, donc du personnel spécialisé dans les écoles. Ce qu'on sait, c'est que l'aide est non suffisante pour combler le retard des élèves. Quand on regarde ça sur plusieurs années, les élèves qui sont pris en charge par les personnels spécialisés n'arrivent pas à combler leur retard au niveau des acquisitions scolaires. On n'a pas d'évaluation récente des RASED. Ce qui avait été montré, mais il y a maintenant longtemps, puisque c'était dans les années 90, c'était même des effets négatifs, et vous voyez, ça rejoint le point précédent de la prise en charge sur les élèves qui étaient les moins en difficulté. Donc ça interroge aussi globalement sur des aides qui peuvent être spécifiques donc à l'intérieur de l'école. Alors, autre dispositif soumis à l'évaluation qui concerne le lycée. On avait évalué à l'IREDU il y a quelques années l'aide individualisée, donc qui est une prise en charge donc, avec des heures d'enseignement supplémentaires pour certains élèves, pour les élèves qui étaient volontaires. Donc efficace si les élèves sont assidus, c'est-à-dire que les élèves, il faut un temps de prise en charge suffisant, un nombre de séances suffisant pour que cette aide laisse des traces sur les acquisitions des élèves. Et puis, comme c'est le cas dans d'autres recherches, des différences fortes aussi d'un établissement à l'autre. Ça peut marcher dans certains établissements et pas dans d'autres. Autre dispositif, donc là on va plus haut dans le système éducatif, à l'université, avec des dispositifs de tutorat. Il y a aussi de nouveaux dispositifs qui sont institués depuis quelques années, notamment avec le plan de réussite en licence. On n'a pas d'évaluation de ce type de dispositif, mais le tutorat, c'est toujours cette même idée, donc d'aide supplémentaire, de cours supplémentaires pour certains étudiants. Alors là aussi, donc, des résultats qui sont assez en liaison avec tout ce qu'on trouve pour les autres niveaux de la scolarité, une efficacité pour les étudiants assidus et des différences aussi selon le niveau initial des étudiants. C'est-à-dire qu'on a remarqué que ce n'étaient pas forcément les étudiants qui en avaient le plus besoin qui allaient dans ces dispositifs, qui étaient volontaires pour assister à ces dispositifs, et les étudiants donc, les plus faibles sont à la fois moins volontaires et moins assidus que les autres. Donc vous voyez, là c'est des problèmes aussi
de ciblage par les dispositifs du public. En ce qui concerne donc plus spécifiquement l'accompagnement à la scolarité, je mentionnais tout à l'heure donc un certain nombre de travaux qui ont montré clairement, donc à la fois au niveau de l'école primaire et du collège, donc des effets positifs sur les comportements face à l'école et sur la confiance en soi, donc sur des dimensions très personnelles donc des élèves, mais peu d'effets en moyenne sur les progrès scolaires. Je dis bien peu d'effets en moyenne, puisqu'il y a encore il va y avoir des différences selon certaines caractéristiques à la fois des élèves et des dispositifs. Comme c'est le cas pour les dispositifs dans l'école, l'effet de l'accompagnement à la scolarité est plus marqué, et souvent donc positif pour les élèves les plus en difficulté. Et quand on regarde donc les différences en fonction du niveau scolaire, on a des résultats aussi davantage positifs pour les élèves les plus âgés, donc soit en fin d'école primaire ou au collège, ou comme c'est le cas, mais il y a très peu d'évaluation, au niveau du lycée. Autre facteur d'efficacité, on parlait des parents tout à l'heure, et ça c'est le cas donc pour des recherches françaises, mais il y a aussi un certain nombre de travaux étrangers qui vont dans la même direction, le rôle important de l'application des parents, et notamment quand les élèves sont plus jeunes, mais c'est le cas aussi après. Pour que ça marche, pour que ce soit efficace, il faut que les parents soient concernés. Enfin, non seulement se sentent concernés, mais soient impliqués. Et ça peut être le cas dans certains dispositifs par la présence de parents à certaines séances. En tout cas, il faut que les parents comprennent le sens et l'utilité de ces dispositifs. Donc la participation même physique des parents à des réunions, en tout cas, ou à des séances, est tout à fait important. Et c'est le cas aussi pour d'autres dispositifs. Et il y a évidemment un certain nombre de dispositifs, j'ai mis des points d'interrogation ici, comme l'aide personnalisée, où on ignore encore si ce sera efficace ou pas. Alors, si j'essaye de synthétiser un petit peu ces différents résultats et puis d'ouvrir après sur un débat, donc premier constat que j'ai évoqué, peu d'évaluation des dispositifs, peu d'évaluation externe. Et très souvent, donc l'évaluation, bien, ça va être des spécialistes qui doivent la faire. Je pense que c'est très difficile, quand on est impliqué dans un dispositif, de faire soi-même cette évaluation, si on veut avoir un regard tout à fait objectif et des critères pertinents et mesurables de l'efficacité. Parce que bien souvent, quand on demande aux acteurs ce qu'ils pensent de leur action, ils vont toujours dire que ça marche, que c'est bien. Alors quelquefois, ils ont raison. Quelquefois, ils ont tort. Et les résultats, c'est jamais tout positif ou tout négatif. Il y a l'évaluation, c'est aussi identifier les leviers d'action possibles. Deuxième tendance que j'ai soulignée, c'est qu'il ne faut pas non plus s'attendre à un miracle, en tout cas si l'objectif il est clairement de réduire globalement la difficulté scolaire. On voit qu'on aura du mal à y arriver uniquement par des dispositifs spécifiques d'aide aux élèves. Et puis donc des effets donc, très différenciés d'un lieu à un autre, selon les modalités d'organisation, selon le niveau de l'élève, effet positif pour les élèves les plus faibles, et